je vais vous expliquer l'exercice que j'ai essayé de faire. Ça a été, vu qu'on est dans une journée d'études sur la catégorisation des langues, on est en train de réfléchir sur comment, linguistiquement, on nomme les choses, on nomme la langue basque. Est-ce qu'on la nomme pareil partout? De mon regard de juriste, j'ai essayé de voir comment la règle de droit sur le territoire en jeu pour la langue basque, c'est-à-dire en France et en Espagne, appréhende la langue basque, comment elle la nomme, quel qualificatif la règle de droit lui donne, quelles sont les intentions derrière ces qualificatifs et quelles sont les conséquences juridiques qui peuvent en être tirées. Et vous verrez que il y a des enseignements assez intéressants à tirer. Hop. Essayer de réduire un peu l'affichage. Voilà. Parfait. Comme ça. Bien, donc voici, vous avez vu un exemple de slide bilingue, puisque Orchibidea, c'est le sommaire. En bon juriste de formation classique, je vais donc faire une présentation en deux parties. Et je vais essayer de décliner en deux sous-parties, si possible. Mais un peu d'extravagance, puisque j'ai prévu une petite conclusion. Voilà, très très simple, deux questions. Comment les États, donc que ce soit le droit de l'État français et espagnol, donc je vais plutôt m'intéresser à la Constitution, mais ont caractérisé la langue basque, dans quelle catégorie il la rentre, et ensuite comment les collectivités locales, hein, les communautés autonomes de Navarre et du Pays basque, d'Euskadi, comme le rappelait mon collègue Alain Viau, et la communauté autonome, la communauté d'agglomération du Pays basque, nomme la langue basque et qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que ça cache des intentions? Est-ce qu'il y a des conséquences juridiques? Est-ce qu'il y a une portée normative à tous ces mots-là? Bien, premier trait un peu humoristique, vous voyez bien, si on s'intéresse à la Constitution française et à la Constitution espagnole, donc je vous ai donné les sources, l'article 3 de la Constitution espagnole. Pour la Constitution espagnole, la langue basque est une langue espagnole, puisque l'article 3 donne la définition du principe d'officialité, il nous dit le castillan, l'espagnol est la langue officielle de l'État, et les autres langues espagnoles, donc y compris le basque, hein, seront également officielles selon leur communauté autonome. Si on regarde la Constitution française, article 75-1 de la Constitution, les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France, ministère de la Culture, délégation générale à la langue française et aux langues de France. Si on tire un peu le trait, on peut dire que ce qui appartient au patrimoine de la France, on peut lui donner le qualificatif de français. Et donc, la langue basque faisant partie du patrimoine de la France, on peut se dire donc que la langue basque est bien une langue française. Donc, la langue basque est à la fois une langue espagnole et à la fois une langue française. J'ai connu des guerres qui ont été déclenchées pour moins que ça. Si vous demandez aux locuteurs, certains vous diront c'est ni l'un ni l'autre, d'autres vous diront c'est les deux mon capitaine, mais vous voyez bien, déjà ça nous dit quelques éléments sur la caractéristique de la langue basque, qui est une langue transfrontalière, donc qui est saisie par le droit français, par la Constitution française et par la Constitution espagnole, effectivement la Constitution française, pour justifier le fait qu'elle régule dans un article cet élément, elle va lui donner une caractérisation française. Ça fait logique, sinon la Constitution ne s'en préoccuperait pas. Et c'est pareil pour la Constitution espagnole. Deuxième élément, en France, on la qualifie constitutionnellement de langue régionale. Donc là aussi, un caractère territorial, une territorialisation de la langue qui n'existe pas en Espagne puisqu'on se limite à dire que c'est une langue espagnole. La Constitution ne lui a pas donné cette caractérisation, mais par contre, la Constitution espagnole fait bien un lien évident avec les communautés autonomes puisqu'elle donne mission au statut d'autonomie de ces communautés autonomes de définir finalement le statut juridique de ces langues-là. Nous allons voir ensuite, donc après cette
premier intermède ou cette première introduction, nous allons regarder maintenant sur les conséquences juridiques que peuvent avoir, puisque finalement, le fait de dire que c'est une langue française ou une langue espagnole, ça n'a pas de conséquences en soi. Et nous allons nous intéresser à d'autres qualificatifs qui sont employés dans le droit français et dans le droit espagnol pour voir quelles conséquences normatives on peut tirer de ces caractérisations-là. Et on va notamment regarder deux notions qui sont utilisées. La notion de langue officielle qui apparaît dans la Constitution espagnole et la notion de patrimoine qui est plus utilisée dans la Constitution française. Je vous redonne les sources textuelles. Vous voyez bien qu'on fait référence dans l'article 3 de la Constitution espagnole au principe de langue officielle, que ce soit pour le castillan et pour les autres langues. Et la Constitution française affirme que les langues régionales, y compris donc la langue basque, appartiennent au patrimoine de la France. Donc, il y a un lien entre langue et patrimoine. Et ce sont ces deux notions qui vont avoir plus de conséquences juridiques et de portée normative. Bien, toujours donc dans la manière dont les États ont caractérisé la langue basque, la Constitution espagnole nous dit donc que le basque peut être une langue officielle en accord avec les statuts d'autonomie des communautés autonomes. C'est ce que je vous ai mis en gras. Et pareil, la Constitution française nous dit la langue basque est une langue régionale qui appartient au patrimoine de la France. Les conséquences. La notion de langue officielle, c'est très intéressant. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça donne? Le tribunal constitutionnel espagnol est venu donner une définition de qu'est-ce qu'on peut entendre par langue officielle. C'est à ma connaissance l'un des seuls exemples où un tribunal a donné une définition officielle finalement de qu'est-ce que ça veut dire une langue officielle. Je vous ai mis la version en espagnol que je vais vous traduire sans intelligence artificielle. Donc, est officielle une langue, indépendamment de sa réalité et de son poids comme phénomène social, très important. Pas de liaison en droit espagnol entre la réalité sociolinguistique d'une langue et son statut juridique. On aurait pu penser le contraire. Quand elle est reconnue, donc cette langue, par les pouvoirs publics comme un moyen normal de communication en leur sein et avec leurs relations avec les sujets de droit privé. Quelles conséquences on peut en donner? Une classification assez classique. Trois éléments. Une langue officielle, qu'est-ce qu'elle crée juridiquement? On dit qu'elle crée un rapport de validité juridique, c'est-à-dire qu'elle a un statut qui est reconnu officiellement par une norme qui lui donne son caractère de moyen de communication officiel. Donc, la norme impose donc que les relations à l'intérieur d'un État se fassent à l'intérieur d'une administration, quelquefois même entre les personnes privées et les personnes publiques, dans une langue. Il y a un rapport de validité, c'est très important, notamment dans l'état civil en France, n'ont une validité juridique et ne peuvent créer d'effet de droit que les actes qui sont rédigés en français. Il est retrait, 16e siècle. Donc ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas vous prévaloir de certains droits si certains actes de droit ne sont pas rédigés dans la langue officielle. Ça crée aussi peut-être plus aisé ou plus connu un rapport d'obligation juridique. Dès lors qu'une langue est officielle, son usage s'impose. Elle s'impose notamment aux pouvoirs publics, aux administrations et aux autorités publiques. Et troisième élément, là, ce sera plus dans le cas de figure où on a plusieurs langues qui sont déclarées officielles, donc dans des régimes de co-officialité. Ça crée également des rapports de droit subjectif, j'aurais pu rajouter, c'est-à-dire que lorsque vous avez plusieurs langues qui sont officielles sur un territoire, alors selon certaines modalités, personnalité, territorialité, on vous reconnaît des droits linguistiques, le droit d'apprendre cette langue officielle et le droit de l'utiliser. Je schématise. Donc, cette référence à la notion de langue officielle, vous voyez qu'elle est très importante puisque dans le droit espagnol, elle va créer toute une série de conséquences juridiques, notamment sur un rapport d'obligation juridique, le fait de pouvoir imposer que les pouvoirs publics utilisent la langue basque, par exemple, dans leurs textes juridiques, etc. Et elle va aussi fonder juridiquement le fait que les usagers, les locuteurs bascophones, puissent revendiquer le droit d'utiliser la langue basque dans l'administration, d'avoir des médias en basque et d'avoir un enseignement en langue basque.
Nous allons voir ensuite, oui, quelques éléments qui sont aussi intéressants sur la manière dont l'État espagnol a décliné cette officialité. Il existe plusieurs moyens en fait d'organiser le plurilinguisme d'un État. Vous pouvez l'aménager sur des territoires qui vont être plusieurs mini-territoires qui vont être homogènes linguistiquement. On cite souvent le cas de la Suisse, où vous avez des cantons qui sont uniquement francophones et d'autres qui sont italophones, germanophones, etc. Genève, par exemple, sera un canton francophone, mais Zurich ou Bâle seront plutôt germanophones. Où vous avez principe de territorialité linguistique, où vous avez aussi des manières de décliner ça selon le principe de personnalité, c'est-à-dire que tout le territoire est bilingue et du coup, les locuteurs ont ce qu'on appelle un droit d'option. Ils peuvent choisir, par exemple, devant l'administration, s'ils veulent parler en espagnol ou en langue basque. Et c'est à l'administration de s'adapter. Débrouillez-vous, organisez-vous pour que les gens puissent utiliser les deux. En Espagne, une autre petite partie, c'est ce que j'ai qualifié d'une organisation. Alors là, on est plus dans l'organisation des compétences. On peut constater qu'on est dans un certain fédéralisme linguistique, c'est-à-dire que la Constitution a initié un certain partage des rôles. C'est-à-dire, elle fait un paragraphe en disant que le castillan est la langue officielle partout en Espagne. Donc, c'est à l'État, finalement, implicitement, elle donne mission à l'État central, à l'État central, de définir qu'est-ce que ça veut dire, de veiller à cette officialité. Et puis ensuite, elle donne mission aux collectivités autonomes, aux communautés autonomes, donc aux collectivités inférieures infra-étatiques. Elle leur dit, déclinez, qu'est-ce que ça implique, cette officialité des autres langues. Donc, vous, communauté autonome, vous allez avoir la mission de réguler dans vos actes normatifs propres qu'est-ce que ça veut dire que la langue basque soit officielle, quelles conséquences, quels droits, quelles obligations, etc. Comment cela a été décliné pour la langue basque? Alain Viau en a parlé précédemment. Communauté autonome basque, statut d'autonomie, c'est ce qu'on appelle le statut de Guernica, 1979. On proclame l'officialité de la langue basque. Puis, on va préciser cette officialité dans une loi spécifique, une loi régionale, ce qu'on appelle la loi de normalisation de l'Euskara, du 24 novembre 1982. Et le choix qui a été fait dans la communauté autonome basque, Biscaya, Guipuscoa, Álava, c'est ce que je qualifie de co-officialité symétrique, c'est-à-dire la langue basque est officielle sur tout le territoire et elle est officielle avec le même statut, un statut d'égalité avec l'espagnol. Voilà. Pas de volonté d'avoir un statut amoindri, ni renforcé. Pas forcément le cas partout ailleurs. En Navarre, ils ont pris un peu plus de temps. Là aussi, c'est très intéressant. Le statut d'autonomie de la Navarre s'appelle la loi d'amélioration des forts de Navarre. Les forts étaient les statuts qu'on appelle ici des privilèges médiévaux qui étaient hérités du royaume de Navarre et qui sont un peu le vestige de la souveraineté ou de l'autonomie de la Navarre. Et très symboliquement, les Navarrais ont dit très bien la constitution espagnole, les communes autonomes, mais nous, le statut d'autonomie, pour nous, en fait, c'est la résurgence de notre ancien régime privilège fort navarrais. Et c'est pour ça qu'ils utilisent le terme de loi forale, c'est très important. Ils ont un statut en droit civil particulier, en droit fiscal, etc. Et une loi forale qui, en 1986, décline cette proclamation d'officialité avec un régime différent, que je vais appeler de co-officialité restreinte ou territorialisée. C'est ce qu'Alain Viau disait. Le basque, la langue basque n'est pas officielle partout en Navarre. Elle ne l'est officielle que dans certaines zones. Et il y a 3 différentes zones qui ont été définies. Une zone, la zone bascophone où la langue basque est officielle. Une zone, la zone non bascophone où la langue basque n'est pas officielle. Jusque-là, c'est simple. Et puis après, ils ont ajouté un petit peu de complexité en intégrant ce qu'ils ont appelé une zone mixte,
Donc, elle est un peu des deux. C'est un mélange. Donc, la langue n'est pas officielle, mais il y a quelques droits linguistiques qui sont reconnus. Il n'y a pas d'obligation pour les pouvoirs publics, mais il y a liberté de mettre en place des mesures. Donc, c'est un peu une zone hybride, ce qui complexifie beaucoup les choses et ce qui est à l'origine de beaucoup de tensions en Navarre, puisque chacun interprète un peu, selon son propre regard, qu'est-ce que ça veut dire la zone mixte. Notamment, je fais juste un aparté, il y a eu toute une série de décrets qui visaient à réguler l'emploi de la langue basque dans l'administration de la Navarre. Et différentes versions de ce décret ont été prises puisque, selon la force politique gouvernée, ils n'interprétaient pas de la même manière quelles obligations ça impactait dans la zone mixte. La zone mixte, il y a notamment la capitale, Pampelune. Et c'était un gros enjeu puisque pour certaines forces, on va dire plus unionistes, plus en faveur de l'identité espagnole de la Navarre, ils estimaient que la zone mixte, il n'y avait aucune obligation. Alors que lorsqu'il y a des forces plus pro-basquistes, etc., ils disaient non, la zone mixte, il y a quand même des obligations. Et vous avez toute une série de décrets, donc c'est toujours très très actuel et très prégnant. Voilà pour le cas espagnol, j'essaye d'aller très vite, je vous donne quelques éléments, mais après on pourra approfondir la chose dans la discussion. Passons à la France et l'Espagne, mais toujours sur une autre notion, puisque la France, comme l'a dit Alain Vieux, elle ne reconnaît pas le statut de langue officielle à la langue basque, pas besoin de développer cette notion pour la langue basque en France. C'est en dehors des radars. Par contre, deuxième notion qui peut produire des effets juridiques lorsqu'on caractérise une langue, c'est la notion de patrimoine. Et la notion de patrimoine, je vous ai dit avant que c'était la notion qu'a utilisé le droit français, le droit constitutionnel français. Je vous ai remis l'article 75-1 de la Constitution. Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France, mais je ne vous ai pas dit tout dit. Je ne vous ai pas dit. Puisque l'Espagne aussi, la Constitution espagnole fait référence à cette notion de patrimoine dans le 3e paragraphe de l'article 3. Et souvent, lorsqu'on commente le statut d'officialité de l'Espagne, on lit le 1er paragraphe, l'espagnol est officiel partout. On lit le 2e paragraphe, les communautés autonomes peuvent déclarer co-officielle une autre langue, et c'est pour ça que je parlais de partage des rôles et de fédéralisme. Les autorités locales s'occupent de leur langue, l'État s'occupe du castillan, mais il y a un 3e paragraphe qui est très intéressant et qui proclame que la richesse des différentes modalités linguistiques de l'Espagne est un patrimoine culturel qui doit être l'objet d'une protection et d'un respect particulier. Alors, quelles conséquences juridiques, justement, sur ce 3e paragraphe en Espagne? Eh bien, ça a été à l'origine d'un débat. Un débat plus spécifiquement sur le rôle de l'État dans la promotion de la langue basque ou du catalan ou du galicien. On peut étendre ça. Puisque, comme je vous disais avant, l'État a mis en place une certaine logique de spécialisation des tâches ou de fédéralisme en disant moi, État, je vais m'occuper de l'espagnol, du castillan. L'Institut Cervantes, par exemple, fait la promotion du castillan. À ma connaissance, je n'ai vu que très peu d'actions de l'Institut Cervantes qui dit le galicien, c'est aussi une langue espagnole, c'est joli, c'est un patrimoine, etc. Et elle donne finalement, elle laisse la mission de promouvoir et de réguler leur langue propre aux communautés autonomes. Ça, c'est très, très, très prégnant dans la manière dont l'Espagne a régulé sa compétence de l'éducation. Vous savez qu'en France, on est un État unitaire, très centralisé, et c'est le Parlement national qui régule les programmes, les modalités, le collège unique, etc. En Espagne, ils n'ont pas la même approche, ils ont une approche de partage des compétences. Et notamment lorsqu'on définit les programmes officiels, les matières, il y a un partage qui a été fait avec des pourcentages. Il y a certains enseignements, certaines matières qu'ils appellent les Ashkinatudash, qui ont été définis comme un tronc commun. Et donc, la définition du programme de ces matières revient à l'État. C'est à peu près, je crois, une trentaine de pourcents. Et puis, vous avez d'autres types de matières optionnelles et une 3e catégorie de matières qui sont des matières libres ou régionales, je n'ai plus la qualification juridique, mais dont la mission de réguler le programme et les contenus
incombe aux communautés autonomes. Donc, vous voyez bien qu'il y a une espèce de partage des tâches dans la définition du programme officiel de l'éducation. C'est pour ça que notamment en histoire-géographie, l'histoire-géographie enseignée en Catalogne n'est pas la même que celle enseignée à Madrid, à Bilbao, etc. On va y mettre plus d'histoire locale, etc. Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'ils ont fait ce partage de compétences, en matière linguistique, eh bien, qu'est-ce qu'on a rentré dans le tronc commun? C'est la matière de langue espagnole, langue et culture castillane. C'est l'État qui définit le programme de la matière d'espagnol. Et à contrario, l'enseignement de la matière de langue basque en tant que langue incombe aux communautés autonomes. Donc, vous voyez, c'est une approche spécialisation des tâches. L'État s'occupe de l'espagnol, les communautés autonomes de leur langue. Et il n'y a pas d'interaction, sauf quand il y a des tensions politiques dans le Parlement, etc. C'est une approche de spécialisation des tâches qui a pu être critiquée. C'est notamment l'une des principales critiques qui est faite par les comités de suivi de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires, qui formulent des critiques à l'État espagnol. Alors elle dit oui, le système est quand même assez exemplaire, il y a des statuts de co-officialité, etc. Ça marche très bien, mais dans les points améliorés, là, vous avez ce paragraphe 3 de l'article 3, et vous, État, vous ne saisissez pas assez de votre richesse linguistique et vous ne la mettez pas assez en avant. Vous laissez ça aux communautés autonomes, puis déployez-le. C'est aussi une critique qui avait été faite en Catalogne, qui disait, vous nous dites c'est un nouvel État, on veut un partenariat, on croit à la diversité, on croit à ce caractère pluraliste de l'Espagne, mais vous, État, montrez aussi que vous êtes dans ce pluralisme. Quelques anecdotes, si vous allez voir le site de la royauté espagnole, de la Moncloa, il est en espagnol. Ils ont commencé à traduire les titres des chapitres et des rubriques dans les autres langues, mais on pourrait se dire que la royauté espagnole, c'est bien le représentant de l'État espagnol qui est plurilingue, mais lui, la royauté ne se voit qu'en espagnol. Certaines petites critiques. Je parlais de l'Institut Cervantes, etc. C'est vrai qu'on pourrait voir, pourquoi pas, des pistes pour qu'il y ait une politique d'État, pas de régulation du caractère officiel des langues officielles, mais plutôt de promotion. Un prix de littérature, par exemple. Il y a bien un prix de littérature nationale espagnole. J'ai pas connu beaucoup d'auteurs qui n'ont pas écrit en castillan qui ont eu ce prix. On pourrait créer un prix spécifique. Je pense au prix planétaire. Non, c'est celui-ci. Je crois que c'est celui de la Real Académie. Je crois que l'Académie espagnole a un prix. Voilà. Non, je pensais à Planeta, mais c'est peut-être une fondation privée, Planeta. Mais parce que là, il y a. Oui. Un peu ça, j'ai voilà. Il y a les auteurs. C'est Planeta, c'est plus. Voilà, on pourrait voir ou des politiques culturelles spécifiques, des aides spécifiques à la création de bases culturelles, littéraires, etc. Il y avait certaines pistes aussi concernant l'apprentissage des adultes. C'est notamment Podemos qui avait porté ça à une certaine époque dans le Parlement espagnol en disant mais pourquoi on ne pourrait pas promouvoir que l'apprentissage des adultes en Espagne, elle se fait par des instituts privés comme on connaît ici en France, mais il y a aussi des écoles publiques, qu'on appelle des écoles officielles des langues, qui sont souvent en compétences communales. Et on peut apprendre le japonais, l'allemand, l'anglais, le portugais, etc. Et Podemos disait, c'est bizarre, pourquoi ces écoles officielles publiques ne pourraient pas aussi enseigner à Madrid, à Barcelone, le basque, le catalan, le galicien? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une politique publique de promotion? Vous voyez, tout, pour illustrer comment cette notion de patrimoine qui pourrait donner un fondement à une politique un peu plus pluraliste et casser cette approche l'État s'occupe de l'espagnol, les communautés autonomes de leur langue, elle n'est pas encore assez développée et pourtant il y a une potentialité constitutionnelle qui pourrait le justifier. Quelles conséquences juridiques a la notion de patrimoine en France? Je fais un aparté par rapport à ce que j'ai dit à l'Espagne parce qu'en France, vu que l'État fait tout, on trouve très naturel que l'éducation nationale, donc institution étatique, s'occupe de l'enseignement de la langue basque, du breton, etc. Et la DGLFLF, Direction générale de la langue française et des langues de France, institut, même pas déconcentré, institut ministériel, a dans ses missions aussi de promouvoir sa diversité. Alors on peut dire qu'il fait passer, il y a pas assez de moyens, mais en France, l'État
Il y a eu un cheminement, mais voit de plus en plus naturellement, oui, c'est le rôle de l'État aussi de promouvoir sa diversité. En Espagne, on n'est pas encore là. Voilà, de logique d'État, peut-être de logique aussi, de manière d'appréhender sa propre diversité, son pluralisme. Bien, en France, donc c'est 2008, si je me rappelle bien, révision constitutionnelle de 2008, on intègre à la Constitution ce fameux article 75-1 qui dispose que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Ça avait créé beaucoup de doctrines à l'époque, certains qui disaient non mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est officiel, maintenant la Constitution s'occupe de muséifier les choses, il n'y aura aucun impact, c'est tout à fait symbolique. D'autres auteurs qui disaient, mais non, à partir du moment où on intègre un article dans la Constitution, on peut pas dire qu'il y a un peu portée normative, ça peut en créer, il y a des fondements, des potentialités, etc. Bon, ça va faire donc 15 ans que cet article existe, on peut faire un petit bilan. Premier bilan, lorsqu'un article est introduit dans la Constitution, pour qu'il puisse produire des effets juridiques, soit il est suffisamment précis et suffisamment créateur de droit, soit il en crée voilà, de sa propre initiative, soit il faut ce qu'on appelle un développement normatif. Qui c'est qui peut développer ou donner des conséquences juridiques à un article constitutionnel? Ben, soit la loi organique, c'est son rôle, mais le législateur classiquement, ou soit le juge. Ben, comment s'est saisi le législateur de l'article 75-1? On peut estimer qu'il y a eu en tout cas un certain développement, que depuis 2008, ben, la loi a changé et qu'on a pris quelques conséquences. Alors, est-ce qu'on y fait référence toujours de manière explicite à cette notion de patrimoine? Pas toujours. Quelquefois, on s'appuie sur l'article 75-1 pour justifier dans l'exposé des motifs une modification législative, notamment dans la loi Molac, qui dans son exposé des motifs nous dit effectivement les langues régionales sont dans la Constitution, elles font partie du patrimoine, donc il faut qu'on en tire les conséquences, nous, législateurs. Et la loi Molac avait notamment intégré le patrimoine linguistique parmi les trésors nationaux de la France et dans le Code du patrimoine. Il a justifié certaines mesures pour permettre la signalétique bilingue, des mesures de financement des centres d'enseignement privés, toujours en disant, ben oui, le fondement, c'est que on a une mission, nous, législateurs, de permettre de nouvelles choses parce que les langues régionales font partie du loi MAPAM, loi NOTRe 2014-2015, on a défini explicitement, ça aussi c'est très important, on a introduit dans le champ de compétences des collectivités territoriales la compétence de la promotion des langues régionales. Avant 2014, en 2015, toutes les politiques qui se faisaient en matière de promotion des langues régionales se faisaient sans fondement législatif concret. Elles se faisaient soit sur la base de ce qu'on appelle la clause générale de compétences, ou soit beaucoup des régions se fondaient sur la compétence culture. Désormais, le législateur nous dit oui, promouvoir les langues régionales, c'est une compétence. Ça donne quand même un fondement, une justification à toutes ces politiques publiques. Et toujours à l'initiative de Paul Molac, modification de l'article 312-10 de l'éducation, où on estime, où on dispose que l'enseignement des langues régionales doit être favorisé prioritairement. Toute une série de conséquences que, moi en tout cas, je lis à un développement de l'article 75-1. Vous verrez. Donc, on voit quand même que le législateur a essayé de se saisir de cet article et de lui donner quelques conséquences. Toutefois, assez surprenant, le juge semble se désintéresser de cet article. Il semble se désintéresser de cet article. 15 années sont passées et le Conseil constitutionnel, qui est le juge qui nous dit ce que l'on doit comprendre, ce que dit, ce que permet, ce qu'oblige la Constitution, ne s'est pas saisi de cet article. Alors, dans les premières années, on aurait pu dire il n'en a pas eu l'occasion. Donc, c'est toujours pareil. Le juge ne se prononce que lorsqu'il est saisi. Il n'en a pas eu l'occasion. Les différentes réformes législatives se sont passées sans forcément de recours, ou les recours n'ont pas porté sur ces éléments-là. Il n'a pas eu l'occasion. Sauf qu'en 2021, la fameuse loi Molac est adoptée et nous avons, après la décision de 99 qui était un peu la décision phare sur le statut des langues régionales en France, qui portait sur la tentative de ratification de la Charte européenne par la France, une deuxième grande décision du Conseil constitutionnel qui porte sur la question des langues régionales.
Or, ce qui est très surprenant, si vous lisez la décision du 21 mai 2021 du Conseil constitutionnel, c'est que le Conseil constitutionnel ne s'occupe pas de l'article 75-1. Elle ne lui donne aucune portée, ça ne l'intéresse pas. Elle le cite dans un considérant, j'ai l'impression, parce qu'elle s'est sentie un peu obligée quand même de citer l'article, mais elle ne fait que le citer. On dit oui, ben, il y a l'article 75-1 qui dispose ceci. Très surprenant, il n'y a aucune portée normative qui est définie par le Conseil constitutionnel sur la base de cet article 75-1. Donc, tout le raisonnement que fait l'article 75-1, vous connaissez notamment la censure de l'enseignement immersif, la censure de l'utilisation des signes diacritiques dans les actes de l'état civil, il le fait en se fondant sur d'autres articles constitutionnels qu'il avait déjà mobilisés auparavant. Donc, finalement, c'est un peu une occasion manquée. Et on peut se dire que le Conseil constitutionnel a raté une occasion de se saisir de cet article et de nous dire qu'est-ce qu'il pourrait permettre, qu'est-ce qu'il ne permet pas, etc. Donc finalement, la conciliation constitutionnelle qu'avait faite le Conseil constitutionnel entre les obligations qu'impose le statut d'officialité de la langue française et, on va dire, l'expression des langues régionales, ne se fait pas pour le Conseil constitutionnel sur le fondement de 75-1, mais elle se fait sur le fondement de l'article 7 de la DDHC, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire la liberté de communication et la liberté d'expression. C'est sur ce fondement qu'en 99, le Conseil constitutionnel avait notamment pu admettre qu'il y ait de l'enseignement en langue régionale, qu'il y ait du pluralisme linguistique dans les médias, et qu'on puisse utiliser des traductions, ce qui permet notamment de justifier toute la signalétique bilan. Donc ça, c'est intéressant. Le juge ne s'est pas préoccupé de cette notion de patrimoine et de cet article. Hop. Bien, donc voilà un peu, pour faire le tour, rapidement, je ne sais pas, mais en essayant d'être synthétique sur comment l'État, le droit constitutionnel espagnol et français, s'est saisi de la langue basque, quel qualificatif il lui a donné et quelles conséquences juridiques. Langue officielle, notion de patrimoine et le petit aparté, langue française, langue espagnole, langue basque, langue régionale, langue de la communauté autonome. Bien, on va s'intéresser maintenant aux collectivités infra-étatiques, c'est-à-dire aux communautés autonomes et à la communauté d'agglomération du Pays basque. Est-ce qu'elles ont régulé la langue basque? En Espagne, oui, forcément, puisque la Constitution leur donne mandat. En France également, la communauté d'agglomération du Pays basque a adopté en 2018 une délibération qui essaye de donner une certaine proclamation juridique. Ça va, entre nous. Donc, deux notions principales qui seront utilisées. Au-delà de la notion de langue officielle, en Espagne, on voit que on a essayé de qualifier la langue basque comme langue propre. On va voir si cette référence à la notion de langue propre a créé des effets juridiques en soi, ou si c'est uniquement la notion de langue officielle qui a créé le statut actuel de la langue basque au Pays basque et en Navarre. Communauté d'agglomération du Pays basque, en France donc, deux notions qui ont été utilisées, la notion de reconnaissance officielle, petit jeu de mots, vous voyez tous la référence, et aussi la notion de langue du territoire. Est-ce que cela va créer des conséquences juridiques au vu de la réalité juridique française? Non, mais est-ce qu'il y a une intention politique derrière? Bien évidemment. Bien, intéressons-nous à la notion de langue propre. Bon. Je vous ai mis l'exemple de la communauté autonome basque et de la Navarre, où les deux communautés autonomes font référence non seulement à la notion de langue officielle, vous voyez ici dans le statut de Guernica, mais également à cette notion de langue propre. Le statut d'autonomie de Guernica de 79, dans la communauté autonome basque, nous dit que la langue basque, l'euskera, est la langue propre du peuple basque et qu'il aura, comme le castillan, le caractère de langue officielle. Vous voyez déjà une distinction. Langue propre et langue officielle, c'est pas la même chose, mais ça marque quand même une distinction. Ok, le castillan est officiel au Pays basque, mais la langue du peuple, c'est le basque. Vous voyez déjà une intentionnalité politique assez claire. Est-ce que ça va se traduire par un régime juridique distinct? On verra plus tard.
Pas la même intention politique en Navarre, puisqu'on nous dit l'espagnol, le castillan et la langue basque, l'euskera, sont les langues propres de la Navarre. Donc en Navarre, ce sont les deux qui sont langues propres. Au Pays basque, on nous dit, ben non, la langue propre, c'est la mienne, c'est le basque. Le castillan, là aussi, mais la mienne, c'est le basque. En Navarre, non, 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 les deux, ce sont nos langues. Quelle portée normative a cette notion? Si vous lisez la doctrine, la doctrine qui avait interprété ces textes-là, va vous dire, ben non, cette référence à la langue propre, autant en Navarre et dans la communauté autonome basque, n'a qu'une portée symbolico-politique ou affectivo-symbolique, nous dit la doctrine. En effet, la communauté autonome basque et la Navarre n'ont pas développé dans leur loi de normalisation et dans leur statut d'autonomie de conséquences juridiques spécifiques à ce caractère de langue propre. Toutes les conséquences juridiques qui ont été développées ont toujours été sur la base de la notion de langue officielle. Voilà. Et ce que je vous ai dit, l'intention politique n'est pas la même dans les deux formules, mais finalement, cette référence à la langue propre, ben, au Pays basque côté espagnol, elle est plus symbolique, politique que juridique. Est-ce que c'est le cas partout? Eh bien non, puisque en Catalogne, il y avait eu une tentative de construction d'une portée normative autonome à cette notion de langue propre, puisque la Catalogne avait adossé à la notion de langue propre une tentative de mettre en place un traitement différencié entre l'espagnol et le catalan en faveur du catalan. C'est notamment ce caractère de langue propre qui justifie en Catalogne, dans les différentes lois de politique linguistique, etc., le fait que le catalan soit qualifié de langue d'usage normal et préférentiel dans l'administration et les médias publics. C'est-à-dire que les Catalans disent, le principe dans l'administration en Catalogne, c'est qu'on parle en catalan. Ça ne préjuge pas du fait que le castillan aussi est officiel. Et si quelqu'un veut parler en espagnol, il peut le demander. Mais le premier mot est en catalan. Conséquence juridique, ça valide le principe que les lois catalanes exigent de manière généralisée la maîtrise du catalan pour l'accès aux emplois publics. Alors qu'au Pays basque, principe de proportionnalité, il faut justifier la caractéristique du poste, est-ce qu'il y a un accueil, une communication avec les gens, quels sont les profils, est-ce qu'on va vous demander une maîtrise plus ou moins grande de la langue basque, etc. Il faut justifier, caractériser ces exigences-là. En Catalogne, ils disaient non, on va mettre en place une exigence générale et absolue, entre guillemets, sur la base que c'est une langue propre qui doit avoir un traitement préférentiel. Et c'est cette référence à la langue propre aussi qui a construit le système d'éducation catalan, où on parle de système de conjonction linguistique, c'est-à-dire que la langue véhiculaire du système d'éducation en Catalogne est le catalan. La majorité des enseignements en Catalogne se font en catalan. Et contrairement au Pays basque, vous avez un droit d'option avec 3 modèles. Certains peuvent choisir d'avoir un enseignement avec une langue véhiculaire en basque, certains moitié-moitié basque-espagnol et certains langue véhiculaire en espagnol. En Catalogne, il n'y a qu'un seul système et la langue véhiculaire est le catalan. Et tout ça, ils l'ont fondé sur cette notion de langue. Que nous a dit le tribunal constitutionnel espagnol sur cette notion-là? En 1994, il y a une première validation du principe et le tribunal constitutionnel approuve le fait qu'il y a ce traitement préférentiel en disant pourquoi il y a ce traitement préférentiel? Parce que la communauté autonome de Catalogne veut mettre en place une action corrective pour corriger une inégalité historique en détriment du catalan. Donc, il applique ce qu'on appelle une approche différentialiste du principe d'égalité. Il admet qu'il y ait une approche, une inéquité entre castillan et catalan, qui sont les deux langues officielles, au bénéfice du catalan, parce que l'objectif, c'est de corriger la situation de minorisation historique du catalan. Et c'est pour cela que c'était en référence au système d'éducation catalan où il y avait uniquement un modèle avec langue véhiculaire en catalan, que le tribunal constitutionnel a accepté en 1994 que le catalan soit le centre de gravité du modèle éducatif. Je cite.
Par contre, progressivement, les temps ont changé et il y a eu une évolution jurisprudentielle. Ce modèle linguistique a pu créer plus de tensions. Il y a eu tout un débat, beaucoup de polémiques en Catalogne et en Espagne. Et dans sa sentence, dans son arrêt du 28 juin 2010, il y a eu un revirement de jurisprudence et le tribunal constitutionnel a estimé que la notion de langue propre ne peut pas fonder un déséquilibre entre les régimes juridiques du castillan et du catalan. Et que le droit constitutionnel espagnol, l'article 3 que je vous ai montré avant, fondait un principe d'égalité des régimes juridiques d'officialité du catalan et du castillan. Conséquence, le tribunal constitutionnel censure désormais toute référence à un traitement préférentiel. Mais, et c'est là où on rentre dans la complexité, pour ne pas aller totalement à l'encontre de ce qu'il disait en 94, le tribunal constitutionnel nous dit tout ça ne préjuge pas des mesures de politique de normalisation linguistique qui ont une vocation d'action corrective. Donc désormais, si vous voulez, ça reste un peu plus flou. Les régimes juridiques sont égaux, mais on peut accepter un certain degré de traitement en faveur de la langue officielle, mais ça va créer toute une série de débats et de difficultés, notamment sur le modèle linguistique catalan, où désormais la Cour suprême espagnole, en 2021, après un feuilleton judiciaire qui a duré plusieurs années, nous dit « Mais non, votre modèle qu'on appelle de conjonction linguistique, c'est fini, il faut le réformer, et désormais, soit vous faites comme les Basques et vous faites un modèle avec différents modèles et un droit d'option linguistique, soit vous imposez au moins 25% d'enseignement en catalan pour tous. » C'était un long épisode contentieux qui s'est terminé en 2021 et l'origine avait été plusieurs recours qui avaient été déposés par des familles qui vivaient en catalan, qui disaient « mais moi, mes enfants, ils n'apprennent pas en castillan. Je ne suis pas d'accord, je veux qu'ils aient plus de castillan. » Et revirement de jurisprudence et vraiment, vous voyez, des conséquences très, très concrètes de tout ce que je viens de vous dire. Mais en Pays Basque, ça tombe bien. La langue propre, ils ne l'ont pas utilisée pour essayer de construire un régime juridique particulier. C'était plus une affirmation politique, affective, et c'est la notion de langue officielle qui a été développée. On va finir, et je vais finir avec ça, avec le cas de la France et de la communauté d'agglomération du Pays Basque, qui a essayé de qualifier la langue basque de la manière que suit. Délibération du 23 juin 2018, la CAPB reconnaît officiellement le basque et le gascon occitan. Occitan-gascon, d'accord, l'occitan-gascon. D'accord, j'ai la mauvaise version. C'est très important. Oui, parce que le gascon occitan n'est pas l'occitan gascon. C'est vrai que la langue, c'est l'occitan et le gascon est une variante de l'occitan, tout à fait. Comme langue de son territoire aux côtés du français. Délibération du 23 juin 2018. Quelle portée normative? Alors, prudence de la communauté d'agglomération, peur de se faire censurer, puisque vous savez qu'en France, il n'y a qu'une seule langue qui est officielle, c'est le français. Et vous dit dans son exposé des motifs, la reconnaissance officielle de l'occitan gascon et de la langue basque n'entend pas s'opposer, ni même atténuer les prescriptions juridiques s'appliquant à la langue française. Donc déjà dans son exposé des motifs, elle restreint un peu la portée normative de cette déclaration. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que cette déclaration, cette reconnaissance de la langue basque comme langue de son territoire a été l'occasion pour la CAPB, toujours dans sa délibération, d'afficher une ambition politique. Et dans son exposé des motifs, elle nous dit la CAPB s'attachera à organiser une offre plurilingue dans les services à la population, de sa compétence, certaines crèches, etc., de mettre en œuvre le plurilinguisme dans sa communication et son image, le logo, par exemple, de la CAPB trilingue. À encourager, lors des prises de parole publiques de ses représentants, l'utilisation de la langue basque et à rendre possible, dans les instances communautaires, l'usage de la langue basque. Soit, nous dit la délibération, en mettant en place une traduction simultanée, ou soit en promouvant les interventions dans les deux langues de l'orateur. Donc, vous voyez finalement
il y a d'une certaine manière un exercice qui consiste à singer l'exercice de reconnaître un statut d'officialité. Juridiquement, il n'y a pas de conséquences, mais toutefois, j'affiche l'ambition. Je dis que je vais essayer de promouvoir le plurilinguisme, d'organiser des services plurilingues, d'encourager la prise de parole. Donc, on voit une intention politique très claire. Et pour conclure, donc vous voyez toute une série de notions qui ont été utilisées par le droit pour essayer de qualifier la langue basque dans son statut juridique, dans son régime juridique, mais aussi dans ses considérations politiques, symboliques, affectives. Certaines notions permettent à la langue basque de la doter d'un statut juridique, la notion de langue officielle, et d'autres permettent d'afficher une appartenance, une ambition politique ou une liaison affective symbolique. La notion de langue espagnole, la notion de langue française, la notion de langue propre, langue du territoire, et la notion de langue qui est reconnue officiellement. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci Énéric, bravo. Mais merci beaucoup Énéric, c'était passionnant comme approche. Je me sens un peu moins seule puisque je suis juriste aussi, même si les sociolinguistes s'occupent de droit. Alain avait aussi évoqué les statuts. Et ce parallèle entre l'État espagnol et l'État français, avec parfois ce paradoxe que l'État espagnol semble laisser les communautés autonomes s'occuper de leur langue co-officielle en leur ayant quand même reconnu le statut de co-officialité, alors qu'en France, l'État central se garde cette compétence-là, entre guillemets, puisque ça devient une compétence partagée, tu l'as dit, mais tout en ne reconnaissant pas le statut plus avancé à ces langues-là. Donc, il peut y avoir un certain paradoxe. On peut considérer que l'État français s'en occupe aussi du plurilinguisme, l'État espagnol moins, alors qu'en réalité, en grattant un petit peu, les deux États ont des positions différentes, mais en tout cas, ça peut donner une fausse image de la politique, de l'engagement dans une politique plus plurilingue en France, ce qui me semble pas non plus être trop le cas. Plusieurs petites choses. Tu évoquais l'article 16 de la DDHC et tu disais j'aime beaucoup ta diplomatie ou ta retenue. Le Conseil constitutionnel ou le juge semble se désintéresser de cet article. C'est gentiment dit. Depuis les décisions de 1991, peuple corse, ensuite Charte européenne des langues régionales, 1999, on a bien compris que le Conseil constitutionnel, cet article 75-1 qui a interdit en 2008, ne lui plaisait pas du tout et il ne lui a donné aucun contenu. Il en voulait pas de cet article. Il n'a pas infléchi sa jurisprudence d'un iota depuis cet article et il avait déjà, par exemple, tu as cité l'article de la décision de 2021 sur la loi Molac, mais déjà dans sa loi Toubon de 1994, dans sa décision de Toubon de 1994, il avait déjà utilisé cet article 16. Il n'y avait pas de l'article 75-1 à l'époque, j'entends bien, mais cet article 16 sur la liberté d'expression plutôt que sur la défense des langues régionales, mais il continue à le faire, ça tu as tout à fait raison. Toutefois, il y avait l'article 21 de cette loi qui est protégé. Oui, mais dont on n'avait rien tiré vraiment. C'est pour ça d'ailleurs que la loi Molac a retouché cet article 21. On verra si la nouvelle formule permet plus de développement. Et en effet, les collectivités territoriales se sont saisies de cet article 75-1, ou en tout cas essayent de s'en saisir. Beaucoup d'affaires sont pendantes. Je pense à la Corse, je pense à certaines communes des Pyrénées-Orientales, si je ne dis pas de bêtises, la commune d'Aisne, qui a introduit dans sa délibération que les orateurs ou les élus au conseil municipal peuvent prendre la parole aussi bien en français qu'en langue catalane ou occitane dans le contexte pyrénéen. Et la première instance, le tribunal administratif de Montpellier, a dit qu'il faut d'abord s'exprimer en français et ensuite qu'on peut éventuellement s'exprimer dans la langue locale, régionale. Donc, je voulais te demander si dans la communauté autonome du Pays Basque, dans la communauté d'agglomération du Pays Basque, côté français, tu disais le projet de politique linguistique de 2018 prévoyait justement ces interventions possibles dans les deux langues des orateurs. Et tu l'as dit, ils ont été très prudents juridiquement. Ils ont bien dit que ça ne portait aucunement atteinte à toute la place qui doit être celle du français. Est-ce que tu as vu ou est-ce que cette notion on doit d'abord parler en français puis en basque, c'est apparu ou pas? Alors, justement, il y a eu
toute une série de débats sur la mise en place d'une traduction simultanée, Oui. notamment dans les assemblées délibérantes, puisqu'il y a un petit peu de jurisprudence sur les instances délibérantes, et il y a aussi un paradoxe. J'ai l'impression que les juges ont un raidissement et c'est comme s'ils en avaient assez. À chaque fois qu'il y a des initiatives sur la promotion des langues régionales qui arrivent dans leur bureau, ils ont une position qui se durcit progressivement. Oui. J'ai l'impression qu'ils sont en train de dire mais foutez-moi la paix avec ça, et ils sont de plus en plus durs. Et c'est pour ça que dans les instances délibérantes de la communauté d'agglomération, la traduction simultanée n'a pas été mise en place. On est entre nous, donc on peut le dire. Il y a eu un sondé les autorités préfectorales qui voyaient ça d'un très mauvais œil. Donc il y a une certaine crainte. Par contre, ce que font certains orateurs, c'est ils s'expriment en langue basque et ils traduisent ensuite leurs propos, ce qui fait que ils s'expriment. Certains sont un peu plus volontaristes et à part les 2-3 mots d'usage, bonjour, merci, mineshker, etc., ils parlent un peu plus en langue basque, mais ça va guère au-delà de 2-3 phrases. D'accord. Et après, ils continuent en français parce que Ouais. demander à l'orateur de parler puis de se traduire lui-même, c'est un peu voilà. Et par contre, il y a des expérimentations qui sont mises en place pour essayer de mettre en place la traduction simultanée dans des instances qui ne sont pas délibérantes. Les commissions thématiques qui préparent les délibérations, notamment les commissions territoriales qui sont des instances d'information, d'échange entre élus. Le service langue basque essaye de mettre en place tout ça, mais avec les difficultés, ça coûte de l'argent, les salles sont pas aménagées pour, etc. Mais voilà, pour l'instant, il y a une très grande prudence sur les assemblées délibérantes parce que la jurisprudence est quand même assez restrictive. Oui. Et sur cet article 75-1, tu disais les juges et la position des juges. Il y avait eu aussi la décision de 2011 de QPC Cécile L, où là, très clairement, le Conseil constitutionnel dit cet article 75-1 n'ouvre aucun droit, aucune liberté. Donc c'était déjà... c'est ça. La porte était déjà fermée dans le développement normatif prétorien, pour le coup, de cet article 75-1. Et tu as fini sur quelque chose sur lequel je veux rebondir, c'est que il me semble que la communauté d'agglomération du Pays Basque souhaite, dans un projet politique, donner toutes les conséquences à cette langue du territoire, qui seraient les conséquences attachées à la définition de la langue officielle. Mais tu viens de le dire aussi, il faut des moyens, il faut beaucoup de moyens. Donc il faut consacrer dans son budget une volonté où tout le monde est d'accord de consacrer autant d'argent à cette question-là. Tout à fait, tout à fait. Sur la question des budgets, c'est un vieux serpent de mer dans l'autre instance qui est l'Office public de la langue basque, qui s'est occupé, qui a défini une politique transversale en faveur de la langue basque dès 2006. C'était avant que la communauté d'agglo soit créée. C'est un vieux serpent de mer parce que cet office public, il est financé par ses partenaires, entre l'État, la région, les départements, etc. À l'intérieur de la communauté d'agglo, vu que c'est son budget propre et qu'elle a pas de besoin de partenaires, pour l'instant, ça n'a pas créé de polémique. Il n'y a pas de débat politique où certains pourraient dire mais on met trop d'argent, il faut qu'on fasse des économies, etc. C'est vrai que la dynamique de recettes de l'agglo est quand même assez bonne. On n'est pas les plus défavorisés. Par contre, le débat sur une question d'organisation administrative, je ferai le parallèle avec ce qui se passe dans la transition écologique. En fait, comment une administration se saisit de la langue? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée une direction de la langue. Et puis, toutes les questions de la langue, c'est les collègues de la direction de la langue. Et de plus en plus, on se dit, mais non, mais la langue, c'est transversal. Oui, c'est ça, c'est la problématique. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est pas créer une direction de la langue comme on faisait le ministère de l'écologie. Il faut qu'on mette dans toutes nos politiques linguistiques la langue. Et là, l'idée, c'est de faire, est-ce que du coup, nos techniciens qui sont dans la direction de la langue, est-ce qu'on n'en adosse pas chacun à chaque politique publique, et ce seront les référents, les conseillers, pas que pour traduire, mais pour les conseiller sur les mesures à mettre en place. Donc tout ça, c'est en pleine réflexion. J'ai cru comprendre qu'il avait déjà commencé il y a 2 ans, peut-être pas en fait. C'était le début de la réflexion. C'est ça, exactement. Mais ça suppose, vous savez, l'administration,
C'est une vieille dame qui marche lentement et ça suppose de revoir tous les organigrammes, Et puis, il faut autorité hiérarchique, autorité fonctionnelle, voilà. Et il faut qu'il y ait des référents. Il faut peut-être compétents. recruter, exactement, Moi, compétent, oui, oui. Discuté justement avec c'est comment ça s'appelle Artitz, oui. Lui, il avait la compétence linguistique. Je me permets, je ne veux pas mobiliser la parole, mais j'en profite. Deux réflexions aussi en t'écoutant, Henritz. Est-ce que la notion de langue officielle, tu n'en as pas parlé, sauf si je n'ai pas été assez attentive, a des conséquences en termes de devoir? Tu l'as dit en termes de droit, mais en termes de devoir. Je sais que dans la jurisprudence du tribunal constitutionnel espagnol, ce qui est attaché à l'officialité du castillan, c'est le devoir pour tous les Espagnols de la connaître, pour connaître la langue castillane. Est-ce qu'on a le même devoir pour les langues co-officielles? Et donc, ça revient à ma deuxième question, puisque tu disais que dans sa décision de 2010, le tribunal constitutionnel a rappelé une égalité stricte. En fait, on voit bien que la co-officialité, c'est les deux langues sont égales, mais l'une est plus que l'autre. Tout à fait. Le castillan reste dans ce devoir, dans cette obligation de devoir qui existe pour le castillan et pas pour les langues officielles, dans aussi ce traitement de faveur où on peut imposer que le castillan soit utilisé en premier, mais on peut pas imposer que le catalan soit utilisé préférentiellement. Donc, il reste une inégalité, malgré ce rappel d'égalité stricte que fait le tribunal constitutionnel espagnol. Et ça renvoie à tous les débats sur la plasticité du principe d'égalité. Bien sûr. Et sur le fait de est-ce que on a une approche différentialiste de l'égalité, une approche d'équité, et on accepte des inégalités de traitement parce que on est là pour bénéficier les plus faibles, les plus petits entre guillemets, ou est-ce que au contraire on s'attache à une stricte égalité juridique et on fait fi des réalités sociolinguistiques. Du coup, ça c'est très intéressant. La question du devoir. Ça aussi, il y a beaucoup de doctrines en Espagne, on s'était beaucoup interrogé là-dessus, en disant est-ce qu'il y a des conséquences juridiques particulières? Et ce que la doctrine disait, c'est finalement, il y a un devoir de connaître le castillan qui n'est pas pleinement opératoire parce que finalement, ce devoir-là, il est bien respecté parce que il n'y a aucune partie en Espagne où les gens ne connaissent pas l'espagnol. Ça faisait beaucoup de débats politiques en Catalogne, en disant, mais et notamment sur le modèle d'éducation catalan, où quelquefois certaines voix disaient, mais ce modèle va faire en sorte que les Catalans ne savent pas l'espagnol. En fait, si on voit tous les tests, PISA, etc., c'est pas le cas. Oui. Donc, il est juridiquement là, mais c'est plus symbolique, j'ai l'impression. Et la doctrine disait, oui, il n'y a pas d'effet juridique en soi, parce que par ailleurs, ce devoir de le savoir, il est mis en œuvre. Mais c'est vrai que il y avait eu beaucoup de débats aussi lorsqu'on avait mis en place les statuts d'autonomie. Est-ce que dans le statut d'autonomie, on met aussi un devoir de connaître la langue officielle? Ouais. Là, c'est pas la même chose. Ouais. Parce que autant c'est naturel, c'est le fruit de l'histoire, tout le monde connaît le castillan, comme ici, tout le monde connaît le français. Mais c'est beaucoup moins naturel que tout le monde connaisse le basque. On a vu dans les données sociolinguistiques. Et là, ça aurait pu avoir des conséquences juridiques beaucoup plus lourdes. Et c'est pour ça que très prudemment, ce choix n'a pas été fait. Mais c'est vrai que du coup, ça a créé une inégalité de statut. Oui. Alors que la volonté, c'était de dire un régime juridiquement égal, même si concrètement, c'est une petite inégalité, on va dire. Mais l'inégalité sur les politiques de normalisation linguistique, ça, c'est par contre dans le quotidien, c'est un casse-tête de plus en plus grand où il y a beaucoup de jurisprudence qui annule notamment pour tout ce qui est accès aux emplois publics, le fait d'imposer, de connaître, d'avoir une certification linguistique, B1, B2, C1, etc. Il y a beaucoup de jurisprudence, il y a un retour en arrière où il y a beaucoup de concours, d'organisation de concours, où on prévoit ce qu'on appelle des postes profilés, qui sont annulés parce qu'on estime que ces exigences sont disproportionnées. Et du coup, c'est vrai que où s'arrête la normalisation linguistique, où commence la discrimination, ça, c'est quelque chose qui est très mouvant, où par rapport aux années 90 et aujourd'hui, il y a un certain retour en arrière et une défense de l'égalité juridique entre espagnol et langue basque ou catalan. Et c'est très, très actuel et c'est pas facile de le catégoriser, d'essayer de trouver
quand j'avais écrit ma thèse, j'avais essayé de trouver des axes un peu théoriques communs qui pourraient justifier ce test de proportionnalité, mais c'est tellement mouvant que c'est un vrai casse-tête et on sait plus trop comment faire. Ouais. Jusqu'où on exige, pour quel poste, combien, est-ce que exiger le C1 c'est trop, est-ce qu'il faut un B2, à tout le monde, pas tout le monde, pourquoi ce poste oui, pourquoi ce poste non, et là c'est des débats très actuels. Là. On en revient au problème qui est un problème de fond, mais qui existe aussi potentiel, qui existe par exemple au Royaume-Uni pour le gallois, qui est celui de la gestion de la distance linguistique, qui se gère et dont les méthodes didactiques mises au point pour l'apprentissage du basque sont en modèle, hein, en l'occurrence. Mais voilà, alors après, entre B2 et C1, c'est de suite un changement d'échelle. Sur les inégalités, je rebondis aussi, ça rejoint aussi la distinction principe de personnalité et principe de territorialité, parce que de ce que j'ai compris, de ce que tu disais de l'exemple jurisprudentiel, c'était des familles de Castillans qui se plaignaient de ne pas apprendre le castillan comme langue véhiculaire de l'école en Catalogne. À l'inverse, une famille de Catalans qui s'installerait à Madrid n'aurait aucun droit à demander à ce que c'est le principe de personnalité et de territorialité. Exactement. C'est le cadre constitutionnel qui le recommande. National, oui, tout à fait. Ou alors ça rejoint les débats sur le cadre politique général de l'Espagne qui a été relancé par les Catalans, plus ou moins directement, puisqu'il y a une frange fédéraliste. On change et puis on passe carrément au modèle fédéraliste. Est-ce qu'il existe de façon optionnelle des cours de catalan à Madrid dans certaines écoles? Je dis ça parce qu'en France, je pense notamment aux créoles guadeloupéens. Il y a à Paris des lycées qui proposent l'option créole guadeloupéen au bac. Il y a eu ça à un moment donné pour l'Occitan, je crois que c'est listé plus. Oui, voilà, après ça recule, mais comme. Et donc je me demandais si parallèlement on peut retrouver le même type d'option dans des écoles madrilènes, par exemple. Dans l'enseignement public, je suis quasiment sûr que non. D'accord, donc là encore, on verrait des parallèles assez intéressants. Ça avait créé beaucoup de débats, notamment sur les instances d'État qui sont toutes à Madrid, le tribunal constitutionnel, la Cour suprême, le Parlement, où principe de territorialité, certes on est des institutions d'État, mais on est basé à Madrid, et à Madrid, la seule langue officielle, c'est le castillan, ouais. Donc vous n'avez pas le droit d'utiliser le catalan, le basque, etc. Et c'est lorsque le nouveau gouvernement de Pedro Sánchez a été institué que les Catalans ont insisté dans leurs négociations politiques pour dire désormais au Sénat, mais également dans la Chambre basse, on veut pouvoir utiliser le catalan, le basque, et ça a été fait il y a 2 ans avec un système de traduction simultanée qui a créé beaucoup de débats, beaucoup de polémiques, mais le principe de territorialité, il est strict pour le castillan. Par contre, dans les communautés autonomes où il y a 2 langues officielles, c'est un modèle hybride, en fait, où il y a de la personnalité à l'intérieur. Donc, devant une juridiction d'État en Catalogne, on peut s'adresser en catalan, mais devant une juridiction d'État à Madrid, on va s'adresser en catalan. Et charge à l'État en Catalogne de faire droit à ce droit des gens à avoir un procès en catalan dans la juridiction de Catalogne. Par contre, lorsque vous êtes en appel et que vous allez à Madrid, ben là, c'est fini. Alors qu'au Canada, par exemple, la Cour suprême du Canada, notamment par l'action du juge Michel Bastarache, qui avait été, le basque m'avait-il dit, qui avait été le premier à pousser pour que justement, instance fédérale canadienne, on utilise en français et l'anglais dans les arrêts et également dans les requêtes, etc. Pour le moment encore, bien que ce soit un État autonomique, on a 2 logiciels différents. Tout à fait. Le Canada est un pays fédéral, l'Espagne est un pays, c'est le pays des autonomies. Unitaire régionalisé. Voilà, dire. Et peut-être que ça ça joue avec la forme d'État et le fédéralisme canadien. Tout à fait. Et du reste, pour revenir sur la demande des Catalans, je crois que c'était au Sénat de façon significative. Ça avait commencé au Sénat et après, du coup, là, depuis 1 ou 2 ans, c'est au Cortes. Ah bon? Oui, je sais. C'est tout nouveau. Et au Sénat, où ça Au Sénat, ça avait été accepté un peu avant. Oui, ça a été accepté. J'ai pas suivi. Moi, Bien sûr. Une petite question, vraiment.
secondaire. Je me souviens maintenant, la traduction en espagnol, alors, équivalente en droit, c'était Ley del Vascuence. Et voilà, je ne sais pas s'il y en a donc, dans les textes à caractère d'officialité, si on continue à nommer le basque en espagnol par Vascuence, ou si on utilise l'euskera. Non, d'ailleurs, c'était euskera. Ça a été changé, effectivement. Mais... Ça, c'était un marqueur politique aussi. Oui. Lorsque la loi sur la langue basque en Navarre avait été votée, oui, il y avait eu, c'était des régionalistes navarrais, on va dire, proches nationalité espagnole, on va dire, voilà, qui refusaient de nommer la langue basque en basque, et donc qui utilisaient le terme espagnol de vascuence. C'est qu'il y a eu un changement de gouvernement. C'était le gouvernement de Barkoch, je crois que ça devait être en 2014, dans ces eaux-là. J'ai plus la date précise, où ils ont modifié la loi del Vascuence, et notamment, ils ont transformé son titre, désormais, c'est la loi del Euskera. Mais c'est depuis 2014 ou 2015, hein, c'est assez récent. Donc, les dernières versions qui incluent les modifications, c'est intitulé comme ça. Exactement. Exactement.